en direct à LCN. Le Hamas. Le premier ministre israélien a formé un cabinet de guerre et il vient de déclarer que tout membre du Hamas est un homme mort. On en apprend chaque jour en plus un peu plus sur la brutalité des violences du groupe terroriste. C'est l'objet de notre joute des analystes encore aujourd'hui. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Paul, on retient notre souffle. Il n'y a vraiment aucun doute, aucune équivoque dans la réplique d'Israël. On ne sera pas dans la proportionnalité de la réponse, disons. Militaire des Israéliens lors des attentats antérieurs. Et là, je pense que Israël est résolu à prendre tous les moyens qu'il faut pour que jamais plus survienne ce genre de situation, jamais plus que le Hamas ait la possibilité d'organiser d'autres attentats de genre, Hamas ou autres organisations. Vous savez, Sophie, c'est compliqué pour les Israéliens en ce moment. Ils doivent gérer la situation des otages, de leurs ressortissants 160 qui sont captifs à l'heure actuelle dans Gaza. Donc, avant qu'il y ait une offensive, que les soldats israéliens entrent dans Gaza, on peut penser qu'ils tentent d'élaborer en ce moment des plans de sauvetage de commandos de forces spéciales. Mais c'est très, très compliqué. Sans parler du terrain, évidemment. C'est le terrain du Hamas. C'est truffé de kilomètres de tunnels dont que le Hamas seul connaît les secrets. Alors, imaginez pour les soldats d'infanterie israéliens entrer là dans des tunnels qu'on peut deviner déjà piégés au cas où. Donc, ça ne sera pas facile pour les Israéliens. Oui. On va revenir sur la bande de Gaza un petit peu plus tard. Emmanuel, on en parlait ensemble lundi. Là, tu surveillais deux choses. Le sort des otages, justement. Aussi, la possible ouverture d'un front au nord avec le Hezbollah libanais. Il y a eu un échange de tirs de roquettes, de mortiers là, au nord aujourd'hui. Rien de très rassurant, mais aussi fausse alerte, finalement. Oui, une fausse alerte où on craignait que le Hezbollah ait enfreint l'espace aérien israélien. Moi, je pense que tout ça illustre là, parfaitement bien à quel point tout le monde est sur les dents parce qu'à chaque fois qu'il y a un tir de roquette, la question se pose, est-ce que c'est une genre d'attaque symbolique du Hezbollah en solidarité pour le Hamas ou est-ce que c'est le début d'une nouvelle offensive massive du Hezbollah qui viendrait complètement changer la donne parce que là, Israël serait obligé de se battre sur deux fronts. Personne n'a la réponse claire à ce dilemme-là. Ce qui est clair, c'est que c'est la raison pour laquelle les Américains ont envoyé leur fameux porte-avions Gerald Ford. C'est pour envoyer un signal de retenue à Hezbollah. Ne vous lancez pas là. Si la question se pose, est-ce que le Hezbollah veut prendre le risque d'une guerre contre Israël compte tenu des effets catastrophiques que ça aurait sur le Liban? Donc, tout le monde est en suspens là-dessus, mais il semble y avoir une genre de ligne rouge, je pense. C'est la question, justement, d'une invasion terrestre de l'armée israélienne à Gaza. Est-ce que c'est ça, la ligne rouge, qui ferait entrer définitivement Hezbollah dans le conflit? On le saura au moment où ça arrivera, malheureusement. C'est une crainte sérieuse là, qui pourrait mener à un embrasement qu'on veut éviter. Tu l'expliques bien, Mario. Est-ce que tu penses que ça peut arriver? Ça peut se concrétiser? Bien, je pense que ce n'est pas le plus probable à l'heure où on se parle. Je pense que ça demeure peu probable pour les raisons qu'on a évoquées. Mais c'est toujours possible. C'est le principe d'une guerre. Et c'est pour ça que les guerres sont si inquiétantes. On ne sait jamais ce qui déclenche, l'effet domino qui déclenche quelque chose d'autre. Moi, personnellement, je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel. Je pense que si les Américains ne veulent pas que tout le monde s'en mêle, ne veulent pas que le Hezbollah, l'Iran s'en mêle, et il faut voir là, ces deux méga navires, mais qui sont plus qu'un navire. C'est comme une ville militaire qui va s'installer en face. Et voyons ça comme deux gros yeux des Américains qui disent aux autres, on vous surveille, mêlez-vous pas de ça. Là. Et ça, moi, c'est comme ça que je vois l'approche des Américains. Les Américains veulent pas s'en mêler, mais ils disent à tous ceux qui auraient le goût de s'inclure dans le conflit, mêlez-vous de vos affaires, restez en dehors de ça. Paul, il faut garder l'œil sur ce qui se passe dans la bande de Gaza. Là. C'est l'état de siège complet. Là. On attend, certains parlent d'une offensive terrestre d'ici quelques heures. Il y a une crainte, là, si ce n'est pas déjà fait, d'une crise humanitaire épouvantable. L'ONU qui veut mettre en place des corridors humanitaires, les universités, les hôpitaux qui ont été frappés. C'est épouvantable. Et on parle de 260 000 Gazaouis déplacés. Là. Et 2,5 millions de population dans ce tout petit territoire, Sophie. On croit comprendre qu'il y a à l'heure actuelle des tractations de coulisses par intermédiaires interposés sur la question des otages et aussi sur celle de l'établissement d'un corridor humanitaire. Éventuellement, Israël n'aura pas le choix parce que le siège, il est total. L'étau est parfaitement étanche. Rien ne sort, rien n'entre à Gaza qui n'a plus d'électricité non plus, pas d'eau, pas de nourriture qui y entre. Donc, Israël, je vous parlais des difficultés
difficultés et des défis de l'armée israélienne, il y a celui-là également, l'image internationale. En ce moment, Israël a un capital de sympathie qui est considérable et on peut comprendre pourquoi. Ouais. Mais attention, là, Israël sera sous surveillance à compter de maintenant et ça rend encore plus complexe la situation militaire sur le terrain. Ça semble clairement pas dans la priorité actuellement, Emmanuel, évidemment. Là. Non, et le gros problème, c'est que l'endroit de la planète le plus évident pour établir ce corridor humanitaire, c'est via l'Égypte, parce qu'il y a un port de contrôle entre Gaza et l'Égypte. Mais il semble que pour l'instant, l'Égypte discute. On voit, oui, peut-être faire rentrer du matériel, mais l'Égypte n'est pas trop chaude non plus à l'idée d'aller se mettre le doigt là-dedans. Moi, je pense qu'une des craintes principale de l'Égypte, c'est que si on met en place un corridor humanitaire, dans le cas de Gaza, ça veut dire un corridor pour laisser aussi sortir les civils. Et l'Égypte ne veut pas se retrouver avec le problème de 2 millions de réfugiés palestiniens sur les bras non plus. Là. Exactement. Même chose pour les Canadiens. Il y a peut-être plusieurs dizaines de Canadiens, on parle de 70 ou 80 qui sont à Gaza. Pas moyen de sortir de là si tout est fermé. On a entendu en début de bulletin plusieurs Canadiens se plaindre de devoir se débrouiller seuls pour revenir au pays. Ça a été le croix et la bannière. Marion, on va en reparler après la pause. La ministre Joly qui a détaillé son plan pour les aider, ces gens-là qui sont vraiment très mal pris. On va y revenir avec nos analystes après la pause. Restez avec nous. Cube Radio. Une autre vision de l'actualité. Alors, tu nous parles du bruit des hélicoptères qui ont un effet, insoupçonné? Insoupçonné, peut-être, Mario. Je pense que c'est un terme qui est peut-être même pas assez fort pour expliquer à quel point ça peut être étrange. Ce qui a été relevé en Australie, rapporté, entre autres, par le magazine Géo, qui citait, entre autres, des sources du Daily Mail. Un magazine sérieux scientifiquement, quand même. Oui, magazine Géo qui rapporte un phénomène qui se passe dans l'État de Queensland, en Australie. Il y a la ferme de Kurana, qui est tout près de Rockhampton, où on élève des crocodiles. Ouais, c'est une ferme comme de reptiles, de crocodiles qu'on élève sur la ferme. Et là, une ferme, on les élève pour la viande, parce que ça se mange. Oui, exactement. L'alligator, du crocodile. Mais là, ce qu'on dit, c'est qu'on a vu naître, là, chaque année, là, à cet endroit-là, au-dessus de 1200 bébés crocodiles. Puis c'est comme un rythme qui est assez élevé, merci, pour ces animaux-là. Et ce qu'on a commencé à comprendre pourquoi, dans cette ferme de crocodiles-là, il y en a autant. C'est que tout juste au-dessus de où est-ce que la ferme se trouve, on utilise cet endroit-là comme point de repère pour les hélicoptères de l'armée de Singapour, qui vient faire des exercices militaires de combat avec des hélicoptères, juste au-dessus de la ferme. Donc, ils voient la ferme en bas, utilisent ça pour être comme le point où ils tournent sur place. Le problème, c'est que c'est des gros hélicoptères Chinook, là, des CH-47F qui vont se promener dans ce coin-là. Et ils ont un vrombissement d'hélicoptère qui est assez bas, là, très, très grave dans les octaves. Ce qui fait que comme c'est un bruit sourd à basse fréquence, ben, ça ressemble au bruit que les crocodiles mâles adultes font quand ils rentrent dans l'eau et qui font des bruits d'accouplement. C'est un bruit, semble-t-il, là, que les crocodiles font dans l'eau, qui est comme érotique, exactement, qui fait un vrombissement très fort dans l'eau, va attirer les femelles, va être capable après ça. Fait que l'hélicoptère leur fait penser, on pourrait forniquer. Exactement, puis c'est ce qui se crée, le fait qu'on ait autant de bébés crocodiles qui naissent chaque année dans cette ferme-là, qui devrait donc, selon les études qui ont été déployées sur place, mais justement sa grande productivité aux hélicoptères qui la survolent quotidiennement. Donc ça fait une belle grande nouvelle, Mario, pour les crocodiles. Puis pendant qu'on parle du règne animal, je voulais t'amener une deuxième nouvelle également qui est parvenue. C'était le rapport d'enquête qui était dévoilé pour l'explosion en décembre dernier de l'aquarium géant de Berlin. Je sais pas si tu te souvenais de cette histoire. Aquarium géant dans un hôtel qui avait explosé, apparemment tout seul. Mais semble-t-il qu'on n'a pas été capable de découvrir, après 66 pages de rapport, près d'un an plus tard, la véritable cause de l'explosion. On planche sur certaines hypothèses. On dit que ce n'est pas un sabotage, mais qu'on aurait peut-être un défaut dans la colle utilisée pour assembler les panneaux de plexiglas qui composaient cet énorme aquarium vitré qui contenait 1400 poissons tropicaux qui, malheureusement, eux, sont morts pour la plupart dans l'explosion soudaine de cet aquarium-là. 2 personnes avaient été blessées. Heureusement, aucun mort. Merci. Cube Radio. On commente l'actualité. On commente l'actualité, on explique la nouvelle, on décortique l'information. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
On poursuit sur le même sujet. Il y a des centaines de Canadiens qui sont enregistrés auprès de l'ambassade. Il y a beaucoup de gens qui veulent être rapatriés. Le ministre Joly a donné des explications sur son plan aujourd'hui. Mario, encouragé par ce que tu as entendu? Ben oui, dans le sens que il y a un plan. D'ici la fin de semaine, on va avoir des avions pour rapatrier, ce qui n'est pas un automatisme. Tant qu'il y a des vols commerciaux à proximité, techniquement, c'est un dernier recours, l'envoyer les avions de l'armée. Hein? Ils sont tous annulés. Oui, jour après jour. Ça dépend. Pas partout dans le monde. Les vols d'Air Canada sont annulés, mais il y a encore des compagnies. Quelqu'un voudrait se rendre en Europe, là, et il peut encore, puis de là revenir au Canada. Mais quoi qu'il en soit, moi, je suis plus dérangé, puis la ministre Joly s'est défendue de ça un peu, par les commentaires des gens qui, en fin de semaine, là, inquiets, essayaient de parler à quelqu'un au service diplomatique canadien. Et ça semble très difficile. Je prends à témoin cette mère, là, elle a organisé un transport pour sa fille, elle a réussi à trouver une personne qui collaborait puis qui était débrouillade chez Turkish Airways, une compagnie aérienne privée de Turquie. Tu dis, comment elle a pu trouver, cette dame-là, réconfort, efficacité dans une compagnie privée aérienne de Turquie, mais pas auprès des services diplomatiques canadiens qu'on paye avec nos taxes pour être actifs dans des cas d'urgence comme ça, là? Oui. Paul, as-tu une réponse? Je veux pas lancer je veux pas défendre les services consulaires canadiens, mais il faut comprendre comment ça fonctionne. Le Canada n'a pas des immenses ambassades là, comme les États-Unis. Là. Alors, la réalité, c'est que le personnel sur place, il est limité dans ces situations-là. Donc, ces gens-là, ils font leur possible, mais on s'entend, ça prend 1h30, ils sont complètement submergés. Et le centre d'appel ici à Ottawa a du personnel sur place tout le temps, mais dans ces crises-là, on fait rentrer des gens du bureau qui ont d'autres jobs là, dans la vie. Et donc ça prend toujours du temps à se mettre en place. Ça prend du temps à mettre en place le fait que l'ambassade d'Égypte et d'ailleurs va venir en renfort. Et je pense que c'est ce qui explique que dans les premiers 48 heures, particulièrement, c'est toujours difficile pour le Canada. Excuse-moi, Emmanuel, mais c'est... Madame Joly, c'est un peu l'histoire du pompier. C'est un peu l'histoire du pompier que le tuyau est pété le jour qu'il y a un feu. Oui, c'est ça. Mais en même temps, ça explique pas le fait que le Canada a été beaucoup plus lent à réagir que le Mexique, le Venezuela, le Portugal et des pays beaucoup moins nantis que nous. Et puis, un des problèmes, c'est que le message annonçant le congé férié de l'Action de grâce, il est resté. Les gens appelaient, puis ils savaient pas qu'ils pouvaient communiquer avec Ottawa et tout ça, mais il y a un problème sérieux avec les services consulaires. Moi, je me pose la question toute simple. Coudon, une ambassade, ça sert à quoi? Sinon qu'à venir en aide à ses citoyens en situation de crise? Je la pose la question, j'ai pas de réponse. Ouais. En tout cas, ça semble être utile une fois qu'il n'y a plus de vol, parce que tant qu'il y a possibilité de se débrouiller avec les moyens du bord, l'ambassade n'est clairement pas là. Je vais vous entendre sur la désinformation, parce que c'est aussi un autre aspect de la guerre qui est vraiment très, très important. On le dit souvent, la première victime de la guerre, c'est la vérité. Là, on pourrait ajouter que l'autre bourreau, c'est les réseaux sociaux. Des rumeurs, des fausses vidéos, des demi-vérités. Il y en a partout, et de la part des deux camps, d'ailleurs, Emmanuel. Oui, et c'est absolument fascinant pour quiconque plonge là-dedans. Là. Des vidéos où on reproche à Israël de vanter d'avoir tué un enfant palestinien, alors que dans le fond, c'est une scène de film, littéralement, qu'on a coupé. Prendre des images qui datent de 2015. Vraiment, c'est comme si les réseaux sociaux étaient devenus une poubelle de la vérité. Et c'est sûr que c'est une arme très, très, très puissante parce que ça vient conforter, je pense, les gens les plus radicalisés ou les gens qui ont les opinions les plus campées dans ce débat-là, qui animent beaucoup les passions, dans leur certitude. Et ça contribue à ceux qui sont nombreux dans ce conflit-là, qui ne recherchent pas des solutions. Mais de tout temps, la propagande a été un instrument de guerre. Ça fait partie de l'histoire des conflits mondiaux. C'est encore plus vrai avec les réseaux sociaux en 2023. Raison de plus, au fond, pour tous les gens qui nous écoutent, d'aller aux bonnes sources d'informations validées. Vous savez, les Américains, les journalistes, les grands journalistes américains, pendant la guerre du Vietnam, ont adopté une doctrine toute simple. Ils ne rapportaient que ce qu'ils constataient eux-mêmes et ils s'échangeaient de l'information. Mais il y avait des professionnels qui étaient là pour valider la véracité des faits. Et plus que jamais, je pense que ces exercices-là, la valeur des sources qui vous informent doit être prise en compte plus que jamais. Et la propagande en 2023, là, c'est vraiment en temps réel. Alors, les vérificateurs de faits ne chôment pas, Mario. Hein?
Non, mais c'est parce qu'on a... Tu sais, les fabricants de fausses nouvelles, c'est tellement facile aujourd'hui, un petit bout de texte avec une image, comme disait Emmanuel. On a vu des images de guerres précédentes qui datent de 2, 5, 8, 10 ans. Tu sais, tu fais un petit montage. Avec l'intelligence artificielle, tu peux même fabriquer une voix. Alors, les gens, sincèrement, les gens doivent devenir beaucoup plus méfiants. Là. C'est pas parce que tu le vois sur Internet que c'est vrai. Là. C'est un avertissement à tous. Oui, aller à la source, les médias sérieux, hein, qui ont toute leur importance dans des moments comme ceux-là. Merci beaucoup à vous trois. À demain. Autrement dit, Cube Radio. Ah voilà, c'est ce qui complète cette émission du jour. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain 15h30. Cet épisode